Alors effectivement, on va quitter un petit peu la région Aura rapidement. Mais vous voyez sur la carte que la réserve n'est pas très très loin. On est aux marges de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc cette réserve, elle est assez jeune. Elle a été créée le 23 décembre 2004. Elle s'appelle l'Étang des Landes. Elle est gérée par le conseil départemental de la Creuse. Et c'est une grande zone humide. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle grand, mais de 166 hectares avec une centaine d'hectares de plans d'eau au milieu. L'originalité de cet étang, c'est qu'il fait 2 mètres à peu près de profondeur maximum, ce qui est relativement faible, et sa profondeur moyenne est de moins d'1 mètre. Donc c'est ce qu'on appelle un étang pelliculaire, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on peut rencontrer en Brenne que de ce qu'on peut rencontrer dans le Massif central, et c'est vraiment une de ses caractéristiques essentielles qui explique sa richesse. Alors, je vais essayer de m'y retrouver dans le... C'est bon. J'ai réussi. Alors, rapidement, on connaissait depuis le premier plan de gestion de la réserve la richesse de ce lieu, avec vraiment une grande diversité d'herbiers aquatiques, que ce soit des herbiers aquatiques acaracés submergés, des herbiers annuels à feuilles immergées, des herbiers à feuilles flottantes, des herbiers libres, par exemple à utriculaires. Enfin, il y avait vraiment une grande diversité d'herbiers connus. Alors, ce qui est un vrai casse-tête à cartographier, à étudier, pour évaluer l'état de conservation de tout ça, c'est pas évident sur une centaine d'hectares. Et puis une grande richesse au niveau de la flore, avec plusieurs, quasiment 10 espèces de potamos, des naïades, des anicali, etc. Donc à un moment, un rapprochement s'est fait avec le Conservatoire botanique du Massif central, disant qu'il faudrait qu'on essaye d'en savoir plus, d'essayer de caractériser au moins la diversité phytocénotique de cet étang qui a l'air relativement exceptionnelle. Alors ça vous donne une idée de l'aspect de l'étang. Alors on a ici, sur la plus grande des photos, des herbiers à Potamogeton trichoides. Alors vous voyez que c'est extrêmement dense. Ce que ne vous dit pas la photo, c'est qu'il peut y avoir un tapis continu à carasser en dessous. Donc là, on peut se poser la question de l'approche sinusiale quand vous étudiez ce genre d'étang. On devine même des herbiers à feuilles flottantes au-dessus. Potamogeton pteusifolius à droite, et puis Stucania pectinata. Alors tout ça va s'imbriquer spatialement, donc ça peut être très compliqué, ça pose des problèmes de détection. On peut passer facilement à côté d'un groupement à Stucania au milieu d'un ou 2 hectares de Potamogeton trichoides. Et puis il y a aussi quelque chose qui vient compliquer l'étude de ces groupements, c'est qu'on a des dynamiques spatiales qui semblent très liées au phénomène de vidange régulière qu'on a sur cet étang, qui sont justifiées notamment par le contrôle régulier du cheptel piscicole et la lutte contre le poisson-chat. Ce n'est pas l'objet de l'intervention de ce jour. Alors, voilà, rapidement, je ne vous en ai pas parlé. Comment ça marche? Donc c'est un étang pelliculaire, très grand, très peu profond. Et puis, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est en tête de bassin. Il est en tête de bassin versant et il est alimenté par alors je peux pas j'ai pas le bras assez long, mais il est alimenté par deux tributaires de taille modeste. Et puis l'eau s'en va sur un émissaire. On est sur le bassin versant du Cher, donc Cher, Loire, Océan. On est en tête de bassin. En Creuse, il n'y a pas d'aquifère. Enfin, il y a un petit aquifère qui est dans le bassin de Gouzon, mais il n'y a pas beaucoup de réserves d'eau. Et donc c'est un fonctionnement hydrologique normal. À partir du mois de juin, cet étang, il va plus être alimenté en eau. Et il va fonctionner comme une grande mare pendant plusieurs mois de l'année, jusqu'en octobre. En tout cas, c'était le fonctionnement avant. Donc en 2018, on a fait une vidange, ça fait partie des actions de gestion importantes qui donnent de très très bons résultats sur les herbiers aquatiques, sur la dynamique des caracées notamment. On a fait une vidange en décembre avec 15 tonnes de poissons valorisés, moins de 5 tonnes de poissons-chats, donc c'était un bon résultat, parce que 15 ans avant, on avait plus de 10 tonnes de poissons-chats, donc ça posait des soucis en termes de qualité de l'eau, d'expression des herbiers, etc. Donc là, il y a des choses qui marchaient bien. Et puis, en décembre-janvier, on a mis aux normes, travaillé sur un certain nombre d'ouvrages hydrauliques, en créant notamment un nouveau déversoir de crues pour limiter les problèmes de crues et de débordements hivernaux dans les parcelles agricoles riveraines, qui était un petit point de tension avec certains riverains. On referme l'appel début février. Jusque-là, tout est relativement normal, puisqu'on est censé avoir des arrivées d'eau jusqu'au mois de juin. Sauf que, voilà comment l'histoire s'est terminée. Ça, c'est une photo prise par drone de l'étang des Landes, fin août. Alors voilà, on est en droit de se demander si quelque chose a survécu là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous mets une autre photo ici, pareil, fin juin.
Donc en fait, quand on a quand on a refermé l'étang en février, il y a un remplissage qui s'est amorcé. Donc on voit, je vais quand même me déplacer un peu. On voit le remplissage partiel qui a été jusqu'à cette limite ici. Donc il y a à peu près la moitié de l'étang qui s'est rempli tout doucement jusqu'en mai, juin. Et puis après, malgré les précipitations, l'évapotranspiration, ce que pompait la végétation ne permettait plus à l'eau qui arrivait de remonter l'étang. Et finalement, à partir de la mi-juin et de la cote 73 cm, on a constaté, jour après jour, une baisse de cet étang. Alors une baisse, parfois, pour ceux qui se souviennent, en 2019, on a connu deux épisodes de vigilance orange canicule, et on a connu jusqu'à 1 cm d'évapotranspiration, 1 cm de baisse par jour de l'étang. Donc quand vous partez avec un stock de 73 cm, plus vous baissez, plus la surface se réduit, et ben, ça va en s'accélérant. Alors d'un point de vue charge mentale aussi, pour l'équipe qui était sur place, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut encaisser, parce que là, vous prenez pleinement conscience de « ok, c'est ça le changement climatique, et c'est ça qui potentiellement va nous arriver régulièrement ». C'est ça la question aussi de la fréquence qui va se poser. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, on s'est lamenté, on était triste, mais cet événement, il est arrivé. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Comment on transforme ça en opportunité? Bon, il s'agissait d'essayer de comprendre déjà les impacts. Qu'est-ce qui s'est passé après cet ASEC sur les végétations de l'étang? Et on avait, bien malgré nous, un état initial qui était incomplet, mais qui nous servait quand même qui nous donnait quand même des éléments, c'est-à-dire le catalogue des végétations aquatiques et amphibies qui avait démarré, qui avait été réalisé par le Conservatoire botanique. Et un appel à projet qui se lançait en même temps de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Donc on a décidé de monter quelque chose. Alors, notamment à l'époque, Laurent Chabrol, de l'antenne Limousin du Conservatoire botanique, s'était rapproché de la réserve en disant il faut absolument qu'on monte quelque chose. Donc je le remercie parce qu'on avait réussi à avoir cet appel à projet. Et donc il a s'agi de mettre en place, alors le département également, je l'ai mis dans la slide, a pu dégager du temps de travail. On a jugé que c'était prioritaire de mesurer les effets immédiats post-ASEC sur les végétations aquatiques de l'étang. Et donc on s'est dit, on va essayer de mettre en place un suivi complet, cohérent en 2020 pour avoir une réponse immédiate post-ASEC et puis une réponse de moyen terme, de court moyen terme en 2022. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors l'aspect qualitatif, j'y reviendrai un petit peu, mais déjà sur l'aspect quantitatif, comment on suit un étang d'une centaine d'hectares avec des moyens humains qui restent ça a beau être le conseil départemental, c'est celui de la Creuse, donc les moyens humains ne sont pas exceptionnels, même si la réserve elle est quand même richement dotée, on ne va pas se plaindre. Et bien on a décidé de partir sur un échantillonnage aléatoire systématique. Le côté aléatoire, c'est la seule manière d'avoir des résultats représentatifs non biaisés. Il faut avoir de l'aléatoire. Donc en l'occurrence, c'est QGIS qui a décidé de où partait cette grille. Et puis le systématique, c'était le plus approprié pour pouvoir suivre des gradients supposés, en l'occurrence de profondeur. Pourquoi 194? Parce qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être passer dans notre plan de charge. 194 points à suivre comme ça, par la méthode des points contacts, c'était 5 jours de terrain à 2. Donc il faut quand même, rien que pour la partie terrain, parce qu'après il y a toute la partie analyse. Donc il faut quand même arriver à dégager ce temps. C'est un travail qui était à l'époque réalisé avec le CEN Nouvelle-Aquitaine, qui était un prestataire du conseil départemental. Et pour mettre en place ce type de suivi, il faut des compétences botaniques avérées que je n'ai pas. Moi, j'avais le GPS et je disais c'est là qu'on s'arrête. Parce que pour déterminer des caracées comme ça dans la barque, il faut déjà être un bon botaniste. Alors on avait attribué, il ne s'agissait pas de faire des relevés phytosociologiques, il s'agissait juste d'avoir des points contacts. Alors on avait mis 3 coefficients d'abondance, donc il y a forcément nécessairement un côté subjectif à tout ça, mais on va voir que les résultats ne sont pas si inintéressants que ça. Et on a recommencé en 2022, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire l'analyse de ces résultats. Alors qu'est-ce que ça nous dit? On peut faire après des cartes d'interpolation, c'est-à-dire des cartes de chaleur. On a une variable quantitative, en gros 0, 1, 2, 3 variables quantitatives discrètes, et puis on va pouvoir interpoler. Alors là, j'ai pris l'exemple de Carabroni. Carabroni, c'est une espèce qui était, j'allais dire, vaguement connue. Alors elle était connue de la réserve, Michael m'a dit du CBN l'avait trouvée, mais alors une fois, un fragment, voilà, il y avait Carabroni. Okay. Alors on a fait ce suivi, et là on a mis en évidence qu'il y avait plusieurs dizaines d'hectares où cette espèce était présente. Donc ce qui est quand même
ce qui, d'après lui, n'avait pas d'équivalent en Nouvelle-Aquitaine. Et puis on a essayé de faire la même chose sur les résultats. Donc là encore, on n'est pas sur des, pas sur les résultats, pardon, mais sur les habitats. À partir du moment où on n'a pas une approche phytosociologique, c'est vraiment à titre indicatif. Et là, c'est une carte. Alors, on ne peut pas avoir des cartes de chaleur parce qu'on est sur une variable quantitative. On ne passe pas d'un Aiadetum minoris à un Caritum browni de manière continue, donc ça ne marche pas comme ça. Les représentations graphiques ne sont pas aussi intéressantes, enfin aussi propres. Et là, en l'occurrence, on a les herbiers enracinés annuels, donc en gros le Potamion pectinati, qui va se retrouver sur quasiment l'intégralité du plan d'eau. Là, on est en 2000, je me suis trompé dans la slide, vous m'en voudrez pas, on est en 2020, donc en réponse immédiate post-à-sec, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des herbiers absolument partout, de manière dense. Donc on avait l'embarcation, elle a un petit moteur électrique, autant vous dire que le moteur électrique, on l'a vite abandonné parce que ça faisait de la purée de Potamotrichoides, on a pris les rames et c'était aussi rapide comme ça. Là, ça vous donne encore une petite idée de à quoi ressemble cet étang. Alors, pour la partie qualitative, on avait les éléments du conservatoire botanique, et puis en 2020-2022, on a renouvelé la manip avec 2 à 3 jours de prospection par an. Là, on n'est pas dans de l'aléatoire, il y a un biais-observateur nécessairement. L'observateur navigue, chemine, va là où il connaît, recherche des groupements qu'il avait déjà vus. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des relevés phytosociologiques propres pour mettre en évidence cette fois des phytocénoses, des présences ou des absences. Alors voilà ce qui en ressort. Donc c'est un peu le tableau résultat. Alors c'est pas super lisible. Et puis je ne vais pas vous lire toutes les phytocénoses qui ont été découvertes, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en 2017, 11 phytocénoses découvertes, 13 en post-à-sec, en séquence post-à-sec immédiate, et puis 9 en 2022. Alors on pourrait dire, ok, c'est pas trop mal. Là, post-à-sec, il y a vraiment quelque chose qui explose et puis ça redescend un peu. Bon, attention. Parce qu'encore une fois, ces résultats, ils n'intègrent pas les biais de détection. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des choses qu'on a trouvées en 2022 qui étaient déjà présentes en 2017, ou à l'inverse, des choses que nous n'avons pas trouvées en 2022 et qui étaient présentes quand même. Donc, mais ça nous donne malgré tout une idée. C'est-à-dire que je vous renvoie aux photos de tout à l'heure. Quand vous avez 30-40 hectares d'herbiers très très denses, où tout s'imbrique de manière assez incompréhensible, vous pouvez nécessairement passer à côté, en l'occurrence, d'un Rixietum fluitantis qui serait ponctuellement coincé dans une baie. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc en tout cas, ce qu'on peut retenir à ce stade, c'est que en réponse post-à-sec immédiate, c'est pas la fin. Il reste quelque chose, il reste des choses super intéressantes. On a même découvert des choses vraiment sympas, type Potamogaton lucens, qui est une redécouverte pour le Limousin. J'ai fait une slide normalement. Ah, j'ai tout cassé. Ah, ça y est. Bon, en tout cas, sur l'aspect, j'y reviendrai après, mais sur l'aspect quantitatif, voilà ce que ça peut donner. On avait à la fois des herbiers incroyables, si on reste un peu générique du Potamion pectinati, il y avait plus de 50 hectares en réponse post-à-sec, des herbiers acaracés, quasiment 70 hectares, donc bon, moi personnellement je ne connais pas d'équivalent en Nouvelle-Aquitaine, Massif central il ne doit pas y en avoir des masses non plus, donc là il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça, à l'évidence, l'ASEC, il a boosté ces communautés. En tout cas, c'est une hypothèse raisonnable. Et puis, sur certaines espèces patrimoniales, alors Naias minor, Carabroni sont des espèces d'intérêt patrimonial en Limousin. Je ne connais pas leur statut en aura, mais ce sont des espèces plus ou moins menacées d'extinction en Limousin. Bon, là, elles sont abondamment représentées sur la réserve. Alors, comme je vous le disais, attention. Il faut faire très, très attention aux problèmes de détection. Alors, on ne peut pas conclure juste à il y a plus, il y a moins. Par contre, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un vrai boost des communautés acaracées. Ça, c'est quelque chose qu'on pressentait déjà avec les alternances de vidange, de séquences post-vidange dans notre gestion classique. Les vidanges avec les cours à sec, même cours, les à sec derrière, ça booste les caracées, ça on l'a mis en évidence, aucun souci. Après, il y a une phase de stabilisation, et ça on l'observe exactement de la même manière quand on fait les vidanges ou après c'est à sec. C'est-à-dire que tout ça se stabilise, on est sur des herbiers annuels, et puis à un moment, les choses deviennent plus matures, ça régresse. Carabroni était toujours présente en 2022, mais beaucoup moins, et pas en peuplement dense comme ce qu'on avait pu observer en 2020. Par contre, Stucania pectinata, Potamogaton trichoides, Naias minoris, tout ça était vraiment surabondant. Par contre, une chose,
j'en profite, je digresse un peu, une chose qu'on observe très peu à l'étang des Landes, et c'est sans doute lié justement à notre gestion, peut-être aux potentialités aussi du site, mais il n'y a pas trop d'herbiers enracinés vivaces, type myriophile, parce que justement, on a une gestion cyclique qui revient régulièrement et qui va rajeunir très souvent le milieu. Donc peut-être que pour favoriser ces herbiers plus matures, il faudrait avoir une gestion moins agressive, entre guillemets. On voit aussi que malgré les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, Nymphaea alba et Nuphar lutea ont eu le choc, ce qui n'était pas... fin septembre, moi j'aurais pas forcément parié là-dessus. On aurait pu se dire qu'il allait y avoir beaucoup de casses, avec des nouvelles communautés, des nouvelles espèces découvertes. Ceratophyllum submersum, qui est, alors je ne sais plus si c'est une redécouverte pour le Limousin ou une découverte tout court pour le Limousin. Je sais qu'on avait trouvé ponctuellement Bolbochonus aussi, dont j'ai oublié le nom d'espèce, mais enfin, Potamogeton X Zizi, c'est pareil, il va y avoir 2 stations connues en Limousin, donc des choses extraordinaires. Donc une remise enfin une remobilisation du stock de graines qui était présente dans l'étang. Et donc attention, quelques groupements qui, eux, n'ont pas été revus. Les espèces constitutives sont toujours présentes, mais les groupements ne se sont pas remis de manière typique. Donc à ce stade, l'impact semble plutôt positif, pour l'instant. On va attendre d'avoir les résultats du suivi de 2022. Pour autant, la situation, elle commence à sérieusement se compliquer. Comme je vous l'ai dit, ces vidanges, elles sont vraiment nécessaires pour éviter notamment d'avoir des surcharges piscicoles qui vont nuire, parce qu'à un moment, on ne peut pas les éviter. Le poisson se développe, se reproduit, malgré la pression de prédation importante des oiseaux piscivores. Le cheptel, il augmente. Et plus il augmente, plus ça va poser de problèmes de qualité de l'eau, d'eutrophisation, il peut y avoir un lien avec des cyanobactéries, et puis régression des herbiers. Le poisson-chat, il faut le contrôler. Et puis, il faut régulièrement, un étang qui n'est pas régulièrement vidangé, il va accumuler des sédiments et du carbone. Donc ça peut être intéressant, régulièrement, si on veut ralentir un peu le process de comblement, il faut vidanger. Et on a vu que ça avait un impact intéressant sur les caracées. Donc depuis 2007, c'est ce qu'on faisait tous les 2 ans. Ça montrait de très bons résultats. Je ne vous ai pas parlé des oiseaux nicheurs, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus ici, mais depuis une dizaine d'années, à partir du moment où on a des super résultats sur des herbiers aquatiques et qu'il y a un effet réserve qui joue à bloc, c'est-à-dire la tranquillité, on a des cortèges d'oiseaux nicheurs, aujourd'hui herbivores, qui sont de plus en plus phénoménaux. Le dernier en date, Funiculi niroca, 3 couples nicheurs, 3 à 5 couples nicheurs en France par an. Aujourd'hui, il y en a 2 à l'étang des Landes. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est lié aux résultats qu'on a sur les herbiers. Les herbiers sont la base de tout, de beaucoup de choses à l'étang des Landes. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vais y revenir. C'est parce que tous les 2 ou 3 ans, pour l'étang des Landes, c'était bien. Donc on a voulu, 2019, c'était une année qui ne s'est pas passée comme on aurait voulu. Donc on a laissé un petit peu les choses, on aurait voulu revidanger en 2021, mais il y a un étang amont qui vidangeait aussi. On s'est dit on ne va pas tout vidanger les étangs la même année, on va éviter de recréer des problèmes. Et puis finalement, on a vidangé en 2022, sauf qu'arrivé en décembre, début 9 décembre, on était à la cote 76 cm. On a décidé avec l'équipe, on arrêtait. On arrête tout parce que les conditions météo ne semblaient pas vouloir s'améliorer. On était toujours sur des conditions très très sèches. Alors, ce qui compte, c'est pas tant si c'était très sec avant, parce qu'à un moment, les sols de toute façon, ils étaient secs. Ce qui compte, c'est ce qui va arriver après. Bon, en même temps, il y a un moment où vous arrivez en décembre, vous savez qu'il ne reste plus que potentiellement janvier, février, mars, où ça peut revenir. Vous savez qu'en termes d'acceptation sociale, c'est de plus en plus compliqué, parce que en 2019, l'équipe sur les réseaux sociaux, elle a vu ce que c'était le réseau social bashing. Là, on a pris pour notre grade. Évidemment, les agents du département étaient des idiots. Et ils auraient dû anticiper cette fameuse sécheresse. Alors j'en prends acte. En tout cas, en 2022, on a dit ok, on ne va pas prendre de risques, et bien nous en a pris, parce que pour ceux qui ont un peu de mémoire, février 2023, la France entière a traversé un épisode de sécheresse hivernale, encore une fois qualifié d'historique, mais enfin, ça ne veut plus rien dire, parce que tous les ans, il y a un truc historique qui se passe. Donc là, on est juste sur quelque chose qui est en train de nous échapper, là. Enfin, on le sait. Donc si on avait été au bout de cette vidange, on refaisait la même qu'en 2019. Et donc là, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que c'est grave? En 2019, c'était OK, c'était plutôt positif.
Si on avait recommencé en 2023, est-ce qu'en 2024, c'était toujours OK et positif? Bon, je n'ai pas super envie de prendre le risque. Je ne suis pas encore prêt à tester ça. L'autre question, c'est que si on ne fait pas les vidanges régulièrement, là, quand on a refermé, il y avait 76 cm, il restait plusieurs tonnes de poissons, y compris potentiellement 1 à 2 tonnes de perches soleil. On ne sait pas du tout quel est l'état de notre empoisonnement. Il faut faire gaffe aux poissons-chats, il faut faire gaffe au pseudo-rasbora, qui est le goujon asiatique qu'on a trouvé il n'y a pas si longtemps que ça dans le courrier. Enfin, là, on ne sait pas ce qui reste dans les temps. Donc ça peut poser des problèmes, ne serait-ce que pour comprendre comment réagissent les herbiers et pourquoi on a autant de cyanobactéries. Sachant que plus vous avez de poissons, globalement, plus à la fin, ça va se traduire en... Je vous le résume très fortement. Plus ça va favoriser les phénomènes de bioturbation, relargage de phosphore par le sédiment dans la colonne d'eau, phénomène d'eutrophisation, régression des herbiers. Bon. C'est un cycle qu'on commence à peine à comprendre. Donc tout ça pour vous dire qu'en plus, il n'y a pas que cet aspect vidange à sec, donc on a vu que la végétation elle avait quand même une certaine résilience. Ce qui va nous inquiéter aussi, c'est tout ce qui va être augmentation durable des températures moyennes dans l'eau. Alors sachant que le changement, ce qui est inhérent au changement climatique, c'est pas tant... ok, il va y avoir des changements moyens, mais ce qui va nous intéresser, c'est quand il y a le gros pic, etc. Parce que c'est là où on peut se retrouver vraiment dans des conditions ultra critiques. Si en moyenne il y a plus de degrés, mais si par séquence il y a 15 jours avec plus 10, c'est pas pareil. Et donc l'année dernière, on a mesuré par exemple à 50 cm de profondeur, on a des loggers de température dans la zone la plus profonde, on n'était pas loin de 35 degrés pendant une semaine. Donc quel impact de cette température élevée, qui vont être de plus en plus élevées, de plus en plus régulières, sur les communautés végétales de l'étang. Donc a priori, je pressens, de ce que j'en ai entendu, que sur les caracées, ça peut vite faire mal, surtout sur des groupements comme le Caritum virgaté, qui va se développer dans 50-60 cm d'eau. Donc au fur et à mesure que ça baisse durant l'été, il reste 30 cm d'eau. Donc quand on est en mode canicule 40 degrés, autant vous dire que c'est un bouillon de culture, la lame d'eau qui reste. Et de quelle manière la baisse des débits entrants qui va devenir structurelle et qui va limiter le renouvellement de l'eau, va accentuer ces phénomènes d'eutrophisation. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il nous est arrivé quelque chose de pas trop prévisible malgré tout et de pas très cool en 2019. On s'en sort pas si mal, mais par contre, aujourd'hui, notre capacité à gérer de manière optimale l'étang à horizon 2050, si quelqu'un a des idées, on est tous preneurs. Merci à vous. Merci à toi pour cet exposé, ces problématiques de gestionnaire de site et d'étangs avec des temps piscicoles qui sont des systèmes très complexes. Est-ce que quelqu'un aurait une petite question? Ou des conseils? Des conseils, on peut peut-être... ouais, alors très rapide les conseils, plutôt des questions. Et sinon, il y a toujours... on peut se voir à côté, soit pendant le repas, pour en discuter. C'est une question toute bête, mais qui peut-être peut servir de conseil. Est-ce que vous avez une bonne idée de la gestion passée très ancienne pour arriver à cette biodiversité aujourd'hui? Est-ce que ce qui s'est passé avant peut vous permettre d'entrevoir des solutions pour l'avenir? Le passé éclaire toujours l'avenir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le rythme de vidange historique, alors historique, ça va être fin 19e jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était tous les 4 ans. C'était la manière classique de gérer cet étang. On n'en sait pas beaucoup plus. On a des cartes postales anciennes. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. On a des cartes postales anciennes qui montrent des hectares entiers à quelque chose qui ressemble à Ranunculus peltatus, voilà, des herbiers ranuncules qu'aujourd'hui on ne connaît plus. Les témoignages des années 70 mettent en avant de vastes radeaux à polygonatum amphibium. Et puis, quand on fait la photo-interprétation du site depuis 50, même si la qualité des clichés elle est parfois compliquée, ce qu'on peut supposer, c'est qu'on a perdu entre 30 et 40 hectares de grands zélophytes au sens large, donc tifet, roselière, cirpet. Donc on part au moment du classement en réserve, on part sur un site qui est déjà réellement dégradé par rapport aux potentialités qui étaient connues et qui montraient à la fin des années 70. Donc on est en train d'essayer d'inverser la machine. Après bientôt 20 ans de gestion, j'en suis le premier désespéré. La roselière à phragmite, qui est le dernier témoin de cette richesse passée, est passée de 1,5 hectare à 3 hectares. Donc on a doublé
la surface. Bon, si dans 20 ans on est à 6 hectares, ma foi, ce ne sera pas si mal parce que ce sera quand même la plus grande du Limousin. Mais aujourd'hui, le passé, tout éclairant qu'il peut être, dans le passé, il n'y avait pas de poisson-chat. Dans le passé, il n'y avait pas de changement climatique. Aujourd'hui, c'est à nous d'écrire l'avenir, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai absolument pas... Là, ça fait 20 ans que je travaille dans cette réserve. Donc je fais partie des personnes qui la connaissent un peu. Mais là, j'ai pas de solution toute prête. Voilà. Je suis un peu digressé. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Non. Ce qu'on peut juste préciser, c'est que ces phénomènes de régression de roselières, notamment des typhets ou des cirpets à Chenoplectus lacustris, on la rencontre dans d'autres grands secteurs d'étang, hein, que ce soit la plaine du Forêt, qu'on connaît un petit peu sur notre territoire. On a les mêmes problématiques, des régressions importantes, des réponses, tu évoquais les herbiers à carasser qui regagnent après des assecs, voire des assecs estivales volontaires ou involontaires en fonction du climat. On a pu le constater. J'ai même souvenir que ça a été étudié. J'ai vu une présentation aux dernières convergences de Montpellier sur un secteur de Camargue où ils avaient constaté des reprises en termes de surface de grands herbiers à carasser suite à des asectes là, volontaires ou involontaires. Par contre, ça, comme tu l'indiquais, ça a une durée assez courte. En tout cas, sur ces zélophytes, c'est vrai que c'est clairement le facteur ragondin y jouait, parce que la roselière qui restait était vraiment impactée, ça se voyait visiblement. Maintenant qu'ils sont régulés, la roselière a bonne mine, mais n'arrive pas à reprendre, en fait. Et on ne sait pas. Alors moi, je n'ai pas de questions, j'aurais plutôt un constat et un conseil dans ces cas-là. Alors le constat, c'est que ce que tu as raconté, ça fait écho à une étude que j'ai eu l'occasion de mener en 2017 à la réserve naturelle du Bagnas, près de Agde, avec un collègue qui est aujourd'hui à l'université de Montpellier. Les problèmes de moteur qui se prend dans la végétation, la cartographie, les points contacts, tout ça, ça a été fait. C'était un état zéro qu'avait donné la réserve naturelle au Conservatoire botanique méditerranéen. Et donc on avait fait un état zéro avant le renouvellement du plan de gestion. Les résultats que tu obtiens sur le post-ASEC, on a fait le même constat en 2017, parce que la réserve avait eu un ASEC non maîtrisé en 2016 qui avait tout séché avec les mêmes problèmes de voisinage avec tous les riverains qui râlaient après une mauvaise gestion. Et alors le conseil, c'est de se rapprocher peut-être de Julie Bertrand, qui est la conservatrice de cette réserve. Ils font un suivi maintenant régulier suite à l'étude de 2017 avec des réponses les derniers échos que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui réagissent et des choses qui ne réagissent plus. Il y a des espèces qu'on avait trouvées lors de cet ASEC que depuis ils ne retrouvent plus du tout. Et avec des mêmes questionnements sur comment gérer ce problème de réchauffement climatique tout avec les problèmes de roselière sur la réserve du Bagnas. Il y a des mêmes questionnements qui sont en cours sur certaines lagunes de Camargue, sur comment gérer des herbiers de carassés avec des problèmes d'assec là aussi, avec des réponses qui sont totalement imprévisibles. Okay. Il y a peut-être un réseau à mettre en place des gestionnaires de réserve en lagunes temporaires, en lacs, en étangs qui peuvent avoir des fonctionnements un peu temporaires. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose que je peux faire remonter effectivement chez RNF, mettre en place un groupe de travail sur ces questions-là, puisqu'apparemment, c'est rassurant quelque part, on n'est pas isolé. Tu n'es pas isolé, non. Est-ce que le cas s'est renouvelé depuis 2017 Aucune idée, je ne suis plus les travaux là-dessus. La réserve a repris la main, parce que maintenant qu'ils sont dans le plan de gestion, ils ont repris les protocoles, ils refont les suivis qu'on a mis en place. Les derniers échos que j'avais, c'est qu'effectivement, alors je ne sais, c'est tout le problème de la gestion. Eux, sur la lagune qu'ils font, qu'ils suivent, c'est un ASEC qui est maîtrisé, parce qu'en fait, en été, normalement, c'est censé tout s'assécher, et c'est une prise d'eau sur le canal du Midi qui permet qui est maintenue et qui permet d'assurer un minimum d'eau en été. Voilà.
Et il y a des cartographies qui sont faites, il faut te rapprocher, Ok, te rapprocher ouais. d'eux. On avait préconisé de la cartographie des herbiers de manière un peu automatique avec des photos aériennes. Il y avait un projet qui avait été essayé d'étalonner toute la procédure pour établir automatiquement ces cartographies. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, et si ça marche, et s'ils ont pris le temps de le faire. Mais il y avait toute une réflexion sur tous ces herbiers aquatiques et des roselières. Voilà. C'est aussi connaître l'extension des herbiers en fonction de la saison. Il y a des tas de questions qu'il faudrait peut-être réfléchir de manière collective là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est super compliqué parce qu'il y a des dynamiques spatiales en fonction du niveau d'eau, de la sec. Et des herbiers caracées vont être remplacés au cours de la saison par des gazons amphibies, par exemple. Il y a des dynamiques interannuelles. Est-ce qu'on est juste après une vidange? Est-ce que c'est 2 ou 3 ans? Enfin, effectivement, c'est des choses assez complexes. Ouais. Je rejoindrai, il faut mutualiser un petit peu ces connaissances, ces expériences pour partager. Merci.